J'ai commencé par la danse Kathak de manière assez étrange quand j'avais 12 ans. Donc mon maître, on dit mon gourou là-bas, Pandit Ravi Shankar Mishra, il vient à Genève depuis une vingtaine d'années pour donner des stages et des concerts. Il est surtout invité par les ateliers d'ethnomusicologie depuis très longtemps. Et j'avais en fait une tante qui travaillait là-bas et qui nous a invités, ma mère et moi, à venir suivre un cours avec lui. Et voilà, il a une pédagogie qui marche incroyablement bien avec les enfants. Donc il a capté mon attention et voilà mon intérêt. En Inde, c'est un système assez particulier, c'est un système très ancien aussi. En tout cas, le mode dans lequel moi j'apprends à Benares, c'est un système traditionnel. On appelle ça Guru Shishya Parampara. C'est la relation entre le gourou et le disciple. Donc, en fait, le disciple, il vit presque avec son maître. Donc, pour moi, ça veut dire en fait que je passe pratiquement ma journée entière chez lui. C'est une famille qui est constituée uniquement de musiciens et de danseurs qui jouent du tabla, du sitar, qui chantent. Donc ça fait partie vraiment de leur quotidien, la musique. Et c'est pour ça aussi que de passer vraiment toute la journée dans une maison comme ça, l'apprentissage, il ne se fait pas que pendant les heures de répétition, les heures de cours, mais il se fait toute la journée et sans arrêt parce que ça fait partie des sujets de discussion. À l'origine, c'était vraiment les danseurs de Kathak, les Kathakars, on dit. C'était des danseurs qui racontaient les histoires qui font partie de la religion hindoue, de leurs textes, mais surtout de cette tradition orale qui est la leur, avec une infinité de personnages et de divinités. Donc c'était à la base vraiment presque du théâtre. Et puis, ça a beaucoup évolué. C'est une danse qui est extrêmement ancienne. On ne peut pas tellement dire de quand ça date. Mais il y a eu un moment de transition très important quand toute la région où existe le Kathak, qui est plutôt dans le nord de l'Inde, la plaine du Gange, surtout jusqu'au Rajasthan, elle a été occupée par les musulmans, par les Moghols pendant très longtemps. Et ça a obligé les artistes en fait à changer leur répertoire parce que les princes musulmans, ils ont invité les artistes dans leurs cours pour leur loisir. Et du coup, les artistes ont dû changer leur répertoire parce qu'ils ne pouvaient plus, devant ce public-là, danser ce qu'ils avaient eu toujours l'habitude de danser dans les temples. Donc, ils se sont tournés vers d'autres textes, des poèmes comme des ghazals ou des choses comme ça, qui sont des poèmes en ourdou, c'est la langue des musulmans. Et puis, ils ont développé toute une partie technique qui existait très peu avant. Et c'est depuis ce moment-là que vraiment on a cette partie avec des rythmes avec les pieds très, très, très complexes. On tourne aussi sur nous-mêmes beaucoup. Alors toutes ces parties techniques, maintenant, c'est devenu des compositions rythmiques qu'on danse. On construit un répertoire comme ça. Donc ça, maintenant, c'est la deuxième facette. Il existe les deux encore maintenant. Mais au début, c'était plus narratif, il y a eu une période plus technique et maintenant, on trouve les deux. Et puis, un bon danseur, c'est quelqu'un qui peut faire les deux. Krishna, c'est une divinité qui est très aimée de la population parce qu'il a un caractère comme ça assez malin, mais aussi très aimable. Parce qu'il passe aussi par toutes sortes d'âges et toutes sortes d'aventures. Donc je trouvais chouette en fait avec ça de aussi pouvoir toucher différents publics parce que on raconte aussi l'histoire de Krishna enfant et c'est vrai que j'ai vu l'année dernière en tout cas que les enfants ils crochent très vite parce qu'il y a une histoire et parce qu'il y a un enfant aussi dedans. Mais il y a aussi une histoire d'amour et voilà, donc l'idée c'était vraiment de pouvoir raconter cette histoire parce qu'on a aussi donc la chanteuse, elle conte, donc quelqu'un qui raconte en même temps pour guider les spectateurs
dans cette histoire. La manière la plus courante de montrer Krishna, c'est de le montrer jouant de la flûte. Donc ça, ici, les gens ne savent pas. Mais ça fait partie des premières choses qu'on va montrer au public pour que, en l'espace de 5 minutes, ça soit quelque chose d'acquis, que cette gestuelle-là, ça correspond à ce personnage. C'est un très chouette festival qui fête sa 12e année cette année, qui est organisé par Tina et Michel Perret-Gentil, qui font ça depuis le début. Et voilà, c'est un cadre très particulier. C'est aussi pour ça que moi, je suis très contente de danser là-bas samedi. C'est la 3e fois que j'ai la chance de danser dans ce festival. C'est un festival qui a lieu dans des yourtes. Donc, c'est aussi un cadre qui invite au voyage. Là, cette année, il y a des Afghans, il y a des Égyptiens, il y a des Argentins. Et puis, les gens viennent depuis plusieurs années pour voir ça et ça marche bien. La musique classique en général, c'est quelque chose qui est en train malheureusement de perdre de la popularité en Inde. C'est une chose que tous les musiciens déplorent parce que voilà, les jeunes se tournent vers l'Occident et vers la musique des films et tout ça. Du coup, moi j'ai l'impression qu'ils sont... d'une part, les Indiens sont assez curieux de voir une blanche, enfin des blanches, puisque ma collègue, elle est dans la même situation que moi, Gauri, qui est une fribourgeoise. Elle est dans la même situation que moi. Quand on est en Inde, c'est assez peu commun de voir deux Européennes comme ça qui se produisent sur scène, pas en tant qu'amateurs. Ils sont assez curieux et puis après, je pense qu'ils sont en fait assez contents, surpris parce qu'on a un niveau qui nous permet d'être sur la scène professionnelle et puis assez reconnaissants aussi souvent parce que justement les gens de là-bas font plus forcément la démarche d'apprendre cette culture-là pour la conserver et du coup c'est nous qui faisons ça. Donc ça permet aussi la pérennité de cet art d'une certaine manière. गुलाबी